France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Pour quelques pépites de plus, l'or des Amériques, car il n'y a pas qu'une ruée vers l'or, mais plusieurs sur le continent américain. Il y a la plus célèbre, bien sûr, celle qui débute en 1848 en Californie et qui précède une autre en Alaska. Mais il y a d'autres ruées au Montana, au Colorado, en Caroline du Nord. Et avant ces ruées états-uniennes, il y a celle du Brésil. Comment étudier ces ruées vers l'or, selon les contextes, avec toujours la même avidité aurifère? D'immenses territoires entrèrent dans l'Union, avec leurs somptueux noms espagnols, Rio Grande, Santa Fe, Albuquerque, El Paso. Et le plus étincelant de tous, Californie. Le cours de l'histoire. C'est ici, à Sutter's Mill, qu'en 1848, un homme trouva au bord d'un ruisseau une chose qu'il ne cherchait même pas. Il y avait plusieurs films de Sergio Leone en 1966. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous sommes également trois. Alors, qui est qui? Le bon, la brute et le truand. Il y a Laurent Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à La Rochelle Université. Et puis, Soisy Guilherbu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Limoges. Vous êtes l'autrice de la nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique. Cette nouvelle histoire de l'Ouest nous fait réfléchir à la ruée vers l'or. Il faut le dire, celle de 1848 en Californie remporte le pactole. C'est elle qui synthétise les ruées vers l'or. Elle est pourtant elle-même inscrite dans une histoire plus large d'autres ruées vers l'or. Enfin, on pourrait commencer cette histoire-là à l'échelle américaine avec la conquête espagnole du Pérou et du Mexique, où il y a à la fois de l'or et de l'argent. Et cette ruée vers l'or, elle s'inscrit dans ce continuum colonial, j'allais dire, de cette histoire du capitalisme, du capitalisme aurifère en Amérique. Laurent Vidal, c'est une histoire coloniale, cette histoire de ruée vers l'or. Absolument. C'est une histoire coloniale qui s'appuie, je dirais, sur des dimensions écologiques, c'est-à-dire un rapport prédateur à l'espace et au territoire. Et ça, de fait, ça s'inscrit clairement dans une lecture coloniale de l'espace. Donc c'est ruée vers l'or, même si c'est un terme qui est peu utilisé dans l'historiographie brésilienne pour parler de ce moment aurifère de l'histoire du Brésil. C'est peu utilisé parce que ça ne se compare pas à ce que ça a pu être côté États-Unis, Canada, mais il n'empêche que on est bien là dans une lecture coloniale de l'espace et du territoire, un territoire qui est là pour être au service des ambitions. Des ambitions, en l'occurrence ici, des hommes qui viennent avides justement de réussite. Laurent Vidal, vous avez une grande connaissance de ce qui se passe au Brésil parce que Soisy Guilherbu l'a rappelé, bien sûr, au moment de réfléchir aux conquistadors, nous partons vers le Pérou lors de ces zones-là. Or, le Brésil a une histoire liée à l'or. Chronologiquement, ça arrive un petit peu après ? Alors, le Brésil, la découverte de l'or, en tout cas la première découverte officielle, c'est 1693. D'accord ? Donc effectivement, on est un peu en décalage par rapport à ce que l'on avait côté Amérique du Sud, Amérique espagnole. Ça, c'est important à noter, mais il n'empêche que cette quête de l'or, elle a la même chronologie côté brésilien que côté, je dirais, péruvien ou mexicain. Et ça, c'est important. En revanche, effectivement, au Brésil, on ne trouvera pas d'or très rapidement. Ce qui fait que cette quête de l'or, va se transformer. Et petit à petit, ces bandes d'hommes armés qui partaient pour chercher de l'or, et notamment de l'or d'alluvion, vont finir par faire autre chose, et notamment réduire en esclavage des populations autochtones. Et ça, tout le XVIIe siècle, cette pénétration dans l'intérieur du territoire pour ces motifs édéniques, et là je reprends le terme d'un grand historien brésilien, ces motifs édéniques, cette quête de l'or, pendant tout le XVIIe siècle ne fonctionnera pas, mais en revanche, cette disciplinarisation finalement des populations autochtones, ça sera le grand fait d'armes de ces hommes du XVIIe siècle. Édénique parce que le jardin d'Éden, le paradis, c'est ça ? Exactement, c'est cette quête
cette quête du paradis. Et c'est toute cette ambition qui pousse. Mais vraiment, c'est une histoire d'hommes. Ça, c'est important. Hein. Pas seulement des Portugais. Ce sont des Portugais et les enfants qu'ils ont eus avec des autochtones. Donc, qui ont appris de ces autochtones des techniques pour se déplacer dans un espace aride, difficile, de pénétration, etc., qui ont appris aussi un vocabulaire au point qu'il y a une nouvelle langue qui va apparaître, qu'on appelle la langue générale. Ce n'est ni du portugais, ni de la langue, ni des langues autochtones, c'est un mélange. Et ce sont ces hommes-là qui, finalement, à la fin du XVIIe siècle, eh bien, vont découvrir de l'or. Mais il y a toute cette longue préparation du XVIIe siècle. Zoisig Villerbu, là, on entend ici la découverte de l'or au Brésil au XVIIe siècle. Vous êtes spécialiste de l'Ouest américain et la découverte de l'or en Californie, la date souvent avancée, c'est 1848. Pourtant, peut-on y voir une similitude? Et je reprends ce mot que je découvre, édénique, cette recherche du Jardin d'Éden. Est-ce que la ruée vers l'or aux États-Unis, eh bien, s'explique par une certaine lecture de l'histoire même de ce pays? Alors, la découverte de l'or, en fait, pour reprendre un peu ce que disait Laurent, il y a des similitudes d'abord dans l'histoire sociale et l'histoire genrée de ces ruées. Ce que dit très bien Laurent, c'est que c'est une histoire d'hommes. Et ça, effectivement, il y a des points communs. C'est une migration essentiellement masculine. Après, dans les phénomènes même, oui, il y a une vision très providentialiste, d'une certaine manière, de la conquête de l'Ouest. Et ça n'est évidemment pas un hasard si la ruée se produit juste au moment où les États-Unis ont conquis la Californie. En fait, on savait qu'il y avait de l'or déjà sur place. Il y a déjà des rapports qui disaient, alors plus ou moins confidentiels, mais qui disaient qu'il y avait de l'or sur place. Et dans le discours du président Polk, où il annonce la découverte de l'or, ce qu'on a oublié trop souvent, c'est qu'il mentionne lui-même le fait qu'en fait, on le savait qu'il y avait de l'or. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que il crée une ruée. Il y a un effet médiatique et politique de création d'une ruée, parce que les États-Unis viennent de conquérir la Californie, alors que l'or, on savait globalement qu'il était là. Avec ici, au XVIIe siècle, au Brésil, un contexte complètement différent. Parce que en Californie, au XIXe siècle, on savait déjà que l'or était présent. Et puis, il y a cet appel, on va dire, et qui entraîne ce flux de population. Mais à vous écouter, Laurent Vidal, on est quand même à la fin du XVIIe siècle au Brésil. Ça veut dire que depuis quand même des décennies, mais même largement plus, le Brésil est exploité. Donc il y a déjà une économie qui s'est développée et l'or vient s'ajouter à ce qui existe déjà, c'est-à-dire une économie sans doute liée à l'agriculture, voire aux plantations. À l'agriculture sucrière, sont les plantations. Et cette découverte officielle de l'or, c'est important de dire officielle, parce que c'est vraiment le moment où on va véritablement montrer les premiers grammes découverts à un officier portugais. Arrive au moment où justement l'économie sucrière connaît une crise. Pourquoi ? Parce que les plantations des Antilles arrivent, le sucre antillais finit par être de meilleure qualité et moins cher que le sucre brésilien. Et donc, cette économie brésilienne est en train, et ça commence à être un problème pour le Portugal. C'est une économie qui est en train de vaciller. Et soudain, cet or amène un espoir. Il amène un espoir vu du Portugal. Bien entendu. Alors à ce moment-là, eh bien, on va voir, et c'est là aussi c'est une différence avec comment dire le cas californien ou disons de l'Ouest américain. C'est que dans ce contexte colonial, on ne peut pas entrer et pénétrer dans ce territoire brésilien. Donc, on a soit des Portugais qui arrivent quand l'information est connue, soit la majorité, ce sont des gens qui viennent des plantations du nord-est du Brésil, des plantations sucrières qui arrivent avec leurs esclaves. Donc, ce sont des déplacements, des migrations, mais dans un contexte colonial de contrôle des populations par les autorités. Oui, parce que c'est un espoir pour les Portugais, vous le dites avec justesse. Quant aux personnes esclavisées, alors c'est autre chose, parce que ça peut, pourquoi pas, être un espoir si elles ont réussi à s'échapper en disant « je peux aller faire fortune là-bas », mais bien souvent, c'est pas le cas. Elles sont conduites pour exploiter, c'est-à-dire esclaves de plantation, devenues esclaves pour exploiter l'or.
Exactement. Surtout l'or alluvionnaire. Hein. C'est à ce moment-là que véritablement ces populations esclavisées sont utilisées. Et effectivement, alors ça va être très rapide. La découverte et l'exploitation de l'or à l'échelle, on va dire, de l'intérieur du Brésil, avec ces deux grandes capitaineries, le Minas Gerais, les mines générales, ou mines franches peut-être, qui serait une traduction plus précise, franche en termes juridiques justement, et puis Goiás, du nom d'une ethnie, donc un peu plus encore à l'intérieur, mais en une quarantaine d'années, on atteint, on va dire, le maximum de la production, et puis la chute est très rapide, très rapide. Avec énormément de personnes qui sont ici déplacées, déportées vers ces zones pour trouver de l'or. Il était une fois un roi d'Afrique, un roi sans couronne, sans épée d'apparat, sans terre. Il ne lui restait que son peuple, enchaîné comme lui dans la cale sombre d'un bateau négrier. Car ils avaient été attaqués par traîtrise par l'armée d'un roi voisin qui convoitait leurs terres, qui n'aimait que la richesse. Leur village avait été incendié, leurs champs dévastés et tous les survivants de la grande bataille vendus comme esclaves. Et puisqu'un esclave ne peut porter un nom royal... Dur pour les gens qui travaillent et qui cherchent de l'or. Absolument. Et c'est ça la question, comment raconter ? Alors, pendant très longtemps, en fait, on a raconté cette histoire de l'or comme étant une sorte de mythe fondateur d'un nouveau Brésil, qui serait le Brésil non plus celui du littoral, mais un Brésil intérieur qui serait allé vers le noyau de son identité. Et effectivement, et pendant très longtemps, toute une historiographie a raconté cette découverte de l'or, cette conquête du territoire intérieur du Brésil comme la quête d'une identité. Et depuis une trentaine d'années maintenant, eh bien d'autres lectures sont mises en place. Alors notamment je veux dire aussi que dans cette lecture un petit peu mythique, on a aussi des légendes comme celle de Chico Rey, de ce roi africain qui a été réduit en esclavage et qui s'est retrouvé à Villa-Rica, à Ouro Preto aujourd'hui, qui est patrimoine de l'humanité. C'est important de le dire parce que au Brésil, ces villes de l'or vont donner naissance. Il y a 3 villes quand même qui sont classées au patrimoine de l'humanité. Ça, c'est aussi la différence avec, je pense, les États-Unis. Mais donc, ces nouvelles lectures qui apparaissent depuis une trentaine d'années, ce sont des lectures qui vont, disons, s'orienter d'une part sur la place des populations autochtones dans parce que ça a été une mise sous tutelle, d'abord des destructions, des réductions, c'est-à-dire qu'on crée des espaces pour ces populations autochtones. On regarde aussi à partir des populations esclaves qui étaient présentes sur place. Ça, c'est une autre lecture à partir de cette focale des esclavisés. Et puis, la troisième lecture, c'est une lecture de type histoire environnementale. Donc, on est en train de revoir complètement ce qui a été ce mythe fondateur, finalement, du Brésil. Et c'est pourquoi, dans le cours de l'histoire sur France Culture, il est important de s'intéresser à ce phénomène de ruée vers l'or, celle au Brésil à la fin du XVIIe siècle, et puis dans les temps qui suivent, et puis celle de Californie en 1848, et là encore dans les années qui suivent. Soisig Villerbu, l'identité, la conquête du territoire, c'est quelque chose qui correspond également à ce qui se passe aux États-Unis. Ça y est, la Californie devient pleinement états-unienne à partir de la ruée vers l'or. Oui, et pour reprendre ce que vient de dire Laurent, parce qu'il y a des éléments de comparaison qui sont extrêmement intéressants, malgré les différences majeures, évidemment, entre le Brésil et les USA, à la fois sur l'histoire sociale et l'histoire genrée, et puis sur la manière de le mettre en récit. On a eu également le même type de phénomène aux États-Unis, où pendant longtemps, la Californie a été brassée dans une histoire triomphaliste de la frontière, c'est partie des frontières minières, et où on racontait l'arrivée de ces argonautes, de ces migrants blancs,
blancs, enfin ces jeunes hommes blancs qui allaient chercher de l'or. Évidemment, tous ces récits-là ont été heureusement déconstruits et on a aujourd'hui une histoire beaucoup plus complexe de la ruée vers l'or en Californie. Alors la déconstruction a commencé, on va dire, lentement, notamment au moment du 150e anniversaire en 1998. Et aujourd'hui, évidemment, l'histoire est beaucoup plus complexe, comme le dit Laurent pour le cas du Brésil, parce qu'on a à la fois une complexité sociologique de la population de Ruée, une histoire environnementale qui est née, et ça c'est extrêmement important. Sur l'aspect social, la question c'est qui vient effectivement à la Ruée. Et là, pour reprendre ce que disait Laurent, on a des éléments de comparaison, il me semble intéressant. A priori, il y a une liberté d'aller en Californie, mais qui est nuancée par deux aspects. D'abord, l'extrême éloignement du terrain, qui fait que la chronologie des arrivées va être un peu décalée. Les premiers à arriver dès fin 48 sont plutôt des Mexicains, puis des Boliviens, des Péruviens, parce que ce sont ceux qui sont le plus près de la région. Et à partir du moment où il y a un effet médiatique, où le président a fait son discours pour annoncer au monde qu'il y avait de l'or en Californie, on a l'Europe qui va arriver. L'Europe et les États-Unis de la côte Est. Mais c'est très long, le trajet est très long. On n'est pas effectivement dans le cas du Brésil où ce sont des Portugais du Brésil ou des Portugais qui arrivent. On est sur une histoire globale et une longueur de trajet qui était énorme, puisque les Européens passent souvent par le Cap Horn ou alors ils passent par l'isthme de Panama. Les États-Unis soit passent par les mêmes chemins, soit passent par l'intérieur du continent. Mais à ce moment-là, il faut au moins 3 mois de piste entre le Missouri et la Californie, et de pistes extrêmement dangereuses. Alors non pas à cause des Amérindiens, mais à cause simplement du milieu, pour arriver jusqu'en Californie. Puis on a des migrations chinoises qui arrivent également. Donc on a ces populations a priori libres. Et en même temps, pas tant que ça, puisque rapidement les autorités locales vont mettre en place un dispositif législatif contre des populations qu'elles vont considérer comme indésirables. On aura des mesures discriminatoires contre les Chinois, contre les Mexicains, contre les Français, parce qu'il y a à peu près 30 000 Français qui sont partis là-bas. Donc on aura comme ça tout un tas de populations qu'on va considérer comme indésirables dans le contexte et contre lesquelles on va mettre en place, il y aura à la fois des leviers fiscaux, des interdictions, etc., pour restreindre l'accès aux champs aurifères. Et puis évidemment, il y a, Laurent parlait des populations esclavisées, ça n'est pas le cas, on va dire pour faire simple, en Californie. Par contre, il y a des populations amérindiennes et ce sont les premières victimes de la ruée vers l'or. Alors, on le sait depuis très longtemps que les populations amérindiennes de Californie sont sans doute celles qui ont le plus souffert de la conquête coloniale aux USA, à la fois du fait de l'histoire des missions franciscaines avant que ce soit états-unien, mais j'allais dire surtout le clou dans le cercueil a été enfoncé par la ruée vers l'or et le génocide qui a eu lieu en Californie, qui est un terme qu'il faut reprendre parce que ça a été évidemment longtemps polémique cette histoire-là. Et il y a un historien américain qui il y a 10 ans, on va dire assez nettement changé le champ des études sur le génocide en disant il faut arrêter de penser le génocide à l'échelle états-unienne, mais se pencher vraiment sur les sources à l'échelle locale. Est-ce qu'il y a eu des génocides sur des populations amérindiennes précises? Et en se penchant sur le cas de la Californie, la réponse est oui, notamment sur les populations yaquis, où son bouquin vient d'être traduit en français, extrêmement intéressant. Et donc là, les victimes les premières victimes sont les Amérindiens, évidemment. Laurent Vidal. Oui, pour rebondir sur ce que dit Soisic, le Portugal, justement, tout le problème, ce que disait Soisic, c'est ce décalage qu'il y a entre le temps où une information est connue et le temps de circulation. Alors au XVIIIe siècle, ça circule encore plus lentement, ou à la fin du XVIIe siècle. Et justement, on a des décalages qui sont très importants. Et c'est justement dans ces décalages que vont apparaître des opportunités. Mais ce qui m'importe là, c'est de dire que le Portugal va mettre en place aussi des systèmes de contrôle de l'entrée des populations. C'est-à-dire que très rapidement, à partir des années de la décennie 1700, eh bien, le Portugal va créer 2 chemins pour entrer dans cette région des mines. Le chemin pour entrer et un chemin pour
sortir. C'est-à-dire, ce qui sort, c'est l'or, ce qui entre, ce sont les populations. Donc, avec là aussi des postes de fiscalisation, de surveillance, etc. Et on sépare bien les deux chemins qui ne peuvent pas se rencontrer. Dans le chemin de la sortie de l'or, il faut imaginer que cet or, il sort à dos de mulet. Donc on a régulièrement des postes militaires pour les arrêts, etc., etc. Des postes également où on trouve des officiers de justice pour vérifier si ce qui a été emporté correspond bien à ce qui est sur place, etc. Et ça ce type de chemin ne peut pas être le même que le chemin pour l'entrée dans les mines, dans la région des mines, puisque là c'est un autre type de contrôle sur les populations que l'on va mettre en place. Donc, on a bien aussi cette pensée juridique. Comment faire pour entrer dans la région des mines et comment faire pour que l'or... Parce que l'or, il faut imaginer qu'on est entre 600 et 900 kilomètres du littoral. Donc, c'est pas rien. Ça prend du temps pour déplacer cet or qu'on vient... Alors, cet or, très rapidement, il va être fondu sur place. D'accord ? On le fond sur place, on le transforme en lingot, on appose sur le lingot le sceau de la couronne, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même risqué de traverser un territoire aussi vaste que cela. C'est pour ça qu'il y a ce contrôle très très pointu là-dessus. Laurent Vidal, pour bien saisir en fait ce qui se passe, contrairement à l'idée que nous pouvons avoir de manière simple de se dire tiens, l'annonce a été faite qu'il y a de l'or à tel endroit au Brésil, on y va. Et puis on cherche de l'or, et puis on repart. Cette idée de liberté, c'est la narration qui a longtemps été faite de ces ruées vers l'or. Vous allez contre ça, au sens où l'historien, en regardant la documentation, voit qu'il y a un contrôle de l'État. Il y a un contrôle, et ça c'est très important. Le contrôle de l'État, c'est-à-dire que dès que l'or est la nouvelle sur la découverte de l'or est connue, se met en place, je dirais, tout l'arsenal administratif portugais. Alors, dans un premier temps, cette région, elle appartient à la capitainerie de São Paulo. Nous sommes à l'intérieur donc des terres, et très rapidement, le Portugal va démembrer cette capitainerie de São Paulo pour créer la capitainerie de Minas Gerais, 1709. Donc là, on va amener l'administration portugaise au plus près pour contrôler cette région de l'or. Après, on va démembrer également encore la capitainerie de São Paulo pour créer la capitainerie de Goiás en 1739. Et là aussi, on amène... Donc, le Portugal a toujours fait attention à ce que son administration soit au plus près, en fait, des réalités du terrain. Soisig Villers-Bus, n'allez pas me dire que c'est la même chose en Californie. Parce que moi, j'ai l'image du pionnier qui part comme ça et puis qui s'installe au bord d'un ruisseau et qui trouve une énorme pépite et qui s'enrichit. Là aussi, il y a un contrôle de l'État ? Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que, évidemment, on a cette image d'un État états-unien extrêmement faible. En fait, il faut réévaluer un peu cette histoire-là, et ça a été fait. Il y a un certain nombre de collègues aux États-Unis et en France qui réévaluent l'histoire de l'État états-unien, en même temps d'ailleurs qu'ils réévaluent l'histoire de l'État français. Il y a des parallèles où on évalue à la hausse finalement l'État états-unien et à la baisse l'État français. C'est extrêmement intéressant de voir comment les choses se passent. Alors dans le cas de la Californie, il y a évidemment un État, je dirais même il y a plusieurs États, parce qu'il y a l'État fédéral et puis il y a les États fédérés, et qui intervient à plusieurs égards, évidemment. D'abord dans le chemin, parce que... Alors, pas tant pour ceux qui arrivent en bateau, mais pour ceux qui prennent la piste intérieure, évidemment. L'État est présent par son armée. Il y a des postes militaires le long de la route. Donc, effectivement, l'État est là. L'armée fédérale étant un des outils essentiels de la puissance étatique, évidemment, à l'époque. Et puis, il ne faut pas oublier que la Californie est immédiatement intégrée comme État aux États-Unis. Donc, il y a une structure étatique, même si c'est pas l'État fédéral, on a un État fédéré, mais effectivement il y aura des tensions. Il y aura des tensions qui se lieront dans les histoires des deux comités de vigilance de San Francisco en 1851 et 1856. Alors San Francisco elle-même n'est pas une ville de l'or, c'est une ville qui vit de l'or évidemment, mais il n'y a pas d'or à San Francisco. San Francisco c'est le grand port d'arrivée, le grand entrepôt de la région aurifère, mais et c'est une ville qui bout, le monde entier se retrouve à San Francisco.
on a des descriptions étonnantes de la ville à l'époque, mais on a aussi, en 51 comme en 56, une sorte de prise de pouvoir illégale dans la ville par des autorités illégales, on va dire, donc contre l'État fédéral et contre l'État fédéré. Alors c'est notamment le cas en 56, c'est un peu comme si San Francisco faisait sécession, finalement, des États-Unis. Et alors, il y a eu beaucoup d'essais et d'interprétations de ces phénomènes-là. On a dû retrouver des sources assez récemment de ces comités. Vraisemblablement, ce sont des volontés de remise en ordre bourgeois de la ville, quoi. En fait, voilà, parce que justement, ville perçue comme un chaos, et on a cette volonté de chasse aux indésirables, de mise en ordre à la fois capitaliste et bourgeois, pour le dire un peu simplement, de la ville, quoi. Ça vaut pour la ruée vers l'or en Californie au milieu du 19e siècle. Si nous nous plongeons quelques siècles plus tôt au Brésil, Laurent Vidal, même phénomène ? Alors, justement, il y a des choses qui sont tout à fait comparables. Jusque-là, je parlais de l'arrivée, on va dire, de l'administration portugaise, mais dans ces régions de l'or, on voit apparaître également des phénomènes assez similaires à ceux que racontait Soisig, à savoir que lorsque quelqu'un, donc ces bandeirantes, ces groupes d'hommes en armes qui pénètrent à l'intérieur, découvrent de l'or, eh bien, ils créent ce qu'ils appellent un arraial, c'est-à-dire c'est une sorte de bourgade que l'on place sous la protection d'un saint catholique. Et puis, petit à petit, lorsque cette présence de l'or est confirmée, eh bien, on demande l'élévation à une catégorie juridique qui s'appelle villa, bourgade, enfin bon, on ne peut pas la traduire par ville, mais qu'importe. Dans la villa, on va avoir un conseil municipal. Et ce conseil municipal, c'est la création d'une sorte d'autonomie locale. On a une petite hiérarchie locale qui se met en place, dans laquelle on a les propriétaires d'esclaves, dans lequel on va avoir les ordres religieux. Il y a beaucoup également de confréries dans ces... Donc, on va avoir les mêmes tensions dont parlait Soisig à l'échelle de ces régions de l'or, au sein des villas, entre ce pouvoir local des villas qui est en train d'émerger et le pouvoir impérial du Portugal. Et puis avec les populations esclavisées et les populations autochtones. Au Brésil, il n'y a pas eu, dans les temps anciens, que la civilisation du sucre. Il y a aussi la civilisation de l'or. Aussi cruelle, d'ailleurs. Ça se passait ailleurs. Ça se passait dans ce qu'on appelle maintenant les minas gérias, les mines générales. La région plutôt aride, desséchée, de montagnes plus ou moins chaotiques, dans lesquelles les esclaves noirs, là, ne cueillaient plus les plantes, mais ils entaillaient la terre, toujours à la recherche du trésor, à la recherche de cet or extraordinaire qui est exporté par les caravelles jusqu'à la cour du roi d'Espagne. Et cette civilisation-là n'était plus une civilisation seigneuriale, c'est une civilisation industrielle et presque une civilisation étatique. Tout ça a été contrôlé par des gérants de l'État d'une façon très ferme. Et quant aux esclaves, ils étaient traités comme des employés de l'État, mais les employés aux plus bas échelles. On les surveillait, on leur donnait à manger, on les fouettait, on vérifiait leur éjection de façon à ce qu'ils ne volent pas les diamants. Il y avait beaucoup de fouets, c'est une civilisation cruelle. Mais en même temps, le résultat a été la ville baroque d'Ouro Preto, qui est une des merveilles du monde. C'est Lucien Baudard que nous venons d'entendre, grand reporter à France Soir, et il venait de faire paraître, nous sommes en 1970 avec cette archive, un ouvrage intitulé « Le massacre des Indiens ». Puis un peu plus tard qu'il a le prix Goncourt. Lucien Baudard évoque ici les difficiles conditions de travail de toutes ces populations esclavisées, les populations autochtones, les Indiens, qui ici sont mis au service simplement de l'exploitation de l'or. Laurent Vidal. Alors, les populations autochtones ne vont pas être mises au service. Ce sont vraiment les populations esclavisées. Qui sont déplacées et qui sont emmenées dans ces zones. Exactement. Alors là, il y a un peu, il faut reprendre un peu ce qu'écrit Lucien Baudard, parce qu'il y a un problème chronologique. Oui, effectivement, pendant on va dire l'apogée de cette exploitation de l'or, ça va des années 1710 jusqu'aux années 1750. Ça, c'est la grande apogée.
Oui, là, effectivement, il y a des conditions de travail très difficiles, etc. etc. Mais lorsque l'or alluvionnaire s'épuise à partir de 1750, la chute de la production de l'or, on est à peu près à 20 tonnes par an auparavant, et là, on tombe très rapidement à moins de 10 tonnes annuelles. Et là, c'est un vrai problème. Et on a beaucoup de propriétaires de terres et d'esclaves qui partent et qui peuvent repartir avec leurs esclaves, mais qui vont laisser sur place les enfants qu'ils ont eus avec des femmes esclavisées. Et là, ce qu'on appelle, c'est les mariages selon les coutumes de la terre. Aujourd'hui, on dirait un viol, mais qu'importe. En tout cas, on a une population nouvelle qui va apparaître, population métisse, qui va apparaître à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et il parlait, Lucien Baudard, des villes baroques. Ce sont ces populations métisses qui vont construire, qui vont être les architectes, qui vont être les tailleurs de pierre, qui vont être les peintres de ces églises baroques. Donc là, cette apparition du baroque, et notamment le sommet, ce sera le baroque rococo, c'est ce baroque qui date de la fin 18e, début 19e, il y a déjà plus d'or. Donc on a ce moment où on a ces églises qui apparaissent, qui sont soudaines comme des cavernes dorées, enfin qui sont absolument magnifiques. On a des sculptures qui sont splendides. Et il n'y a plus d'or. Il y a quelque chose d'une forme de symbole d'une décadence, d'une certaine manière. Il y a quelque chose d'anachronique qui est là. Et c'est pour ça qu'il faut, par rapport aux propos de Lucien Baudard, restituer un peu cette chronologie. Laurent Vidal, vous êtes l'auteur de Villes et Histoires au Brésil, essai de rythme-analyse. C'est aux presses universitaires de Rennes. C'est quoi ça ? Rythme-analyse? Eh bien justement, c'est une étude qui prend en compte la question des rythmes dans l'histoire. La notion est apparue c'est un philosophe portugais qui était en exil pendant la dictature de Salazar au Brésil et qui va envoyer son travail à Gaston Bachelard. C'est un travail qu'il n'a jamais publié. Philosophe des sciences, Gaston exactement. Bachelard, ouais. Et Gaston Bachelard va écrire sur la rythme-analyse, sur cette notion de rythme-analyse. Il faut faire attention au rythme. Et il parle d'ondulation de l'histoire. C'est absolument magnifique ce qu'écrit Bachelard, parce qu'en plus il écrivait très bien. Et quelqu'un comme Henri Lefebvre, le philosophe, reprendra cette notion de rythme-analyse. Alors on est quelques-uns en France, et pas qu'en France, dans le monde, des happy few, comme le disait Stendhal, qui faisons attention à cette question du rythme. Par exemple, l'une des modalités de ce rythme, c'est la question de l'attente. On peut regarder l'histoire de l'or au Brésil comme une histoire de l'attente. Il y a d'abord une attente de l'or, c'est-à-dire cette quête qui va amener des hommes à pénétrer l'intérieur du territoire pour chercher de l'or. Donc là, c'est une attente qui va mobiliser, d'accord ? Et puis, il y a une deuxième forme d'attente, c'est que lorsqu'on est à au minimum 3 mois de chemin du port et de la capitale coloniale, quand on a un problème à résoudre et qu'il faut saisir une autorité, eh bien, 3 mois plus 3 mois, ça fait 6 mois. Quand il faut demander à Lisbonne une position, parfois il se passe 1 an entre un problème que l'on pose et la solution qui arrive. Et pendant cette attente, justement, d'une réponse, eh bien, la vie continue. Et bien souvent, c'est là où je dis, ce sont des moments d'opportunité, notamment quand on est dans ces villas où on a cette identité municipale qui est en train de naître, et souvent contre les autorités impériales. Allez, c'est pertinent, Soisig Villerbu a appliqué aussi pour la ruée vers l'or en Californie au milieu du 19e siècle, parce que nous nous arrêtons sur ce temps particulièrement court, celui de la découverte de la pépite qui nous fascine, mais il y a ces temps beaucoup plus longs, ces temps de l'attente ou ces temps de la déception où il se passe rien. On a beau déplacer l'alluvion par kilo, on ne trouve pas une seule pépite. Mais c'est ça aussi, cette histoire des ruées vers l'or, c'est un rythme particulier à analyser sur des temps différents.
Oui, bien sûr. Alors, cette notion d'attente qu'on connaît bien avec Laurent, parce qu'on en a parlé souvent, elle se joue en Californie, d'abord dans le voyage, parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, le voyage est très long, et il est évidemment très différent s'il a lieu en bateau et s'il a lieu par voie terrestre, à cheval et en charrette. Mais on a effectivement des temps d'attente extrêmement longs. Le temps d'attente, comme vous le dites, c'est aussi un temps de déception, évidemment, et ça, faut avoir bien ça en tête. Aller chercher de l'or, alors c'est une histoire masculine, hein, on l'a dit, hein, les argonautes, les chercheurs d'or, ce sont des hommes, donc ce sont des sociétés très très homosociales, on va dire, et effectivement c'est une attente, parce qu'il y a une attente effectivement de la découverte, et la découverte souvent elle n'a pas lieu, et ça, alors évidemment on n'a pas de statistiques précises du nombre de chercheurs d'or qui ont trouvé de l'or, mais évidemment chercher de l'or c'est d'abord attendre d'en trouver. C'est chercher, parfois ne rien trouver. Et on a énormément de journaux de mineurs qui révèlent à quel point, effectivement, ce sont des mois difficiles, des mois d'attente de la pépite. Alors, on fait quelque chose, hein, mais on attend que la pépite arrive. Et puis, des fois, on attend en vain. Et à ce moment-là, il faut revenir. Il faut imaginer que ces migrations étaient quasiment en permanence pensées comme des migrations temporaires. Il s'agissait d'aller en Californie avec l'idée de s'enrichir rapidement, donc sans attente finalement. Et en fait, arrivé sur place, on attendait que ça marche, et souvent ça ne marchait pas. Et quand ça ne marche pas, vous avez deux solutions. Soit vous restez sur place en essayant de vous enrichir dans un autre secteur, ce qui peut fonctionner. On a beaucoup de cas de gens partis pour trouver de l'or et qui finalement se rendent compte que c'est beaucoup plus efficace de s'enrichir en se faisant marchand pour vendre des produits aux chercheurs d'or plutôt que de chercher de l'or. Et puis la deuxième solution, c'est de rentrer chez soi sans avoir rien trouvé, ce qui est compliqué humainement, hein. Et là, il faut imaginer aussi que les attentes se jouent aussi de la part des gens qui sont restés sur place. Ces jeunes hommes qui partent, en fait, ils laissent des gens sur place, ils laissent leurs parents, ils peuvent laisser leur épouse ou leurs enfants, s'ils en ont, parce que c'est souvent des jeunes hommes qui ne sont pas forcément restés dans la vie. Mais il y a des phénomènes d'attente qui se jouent à tous les niveaux, effectivement, et c'est effectivement extrêmement intéressant à travailler. Et ça se travaille, on parlait de sources tout à l'heure, ça se travaille notamment avec les journaux intimes et la correspondance des mineurs. Et ça, on a énormément de sources là, de ce type-là. Ah oui, c'est le réflexe de l'historienne, de l'historien, la recherche des sources, et Laurent Vidal, en écho à ce qui vient d'être dit. Oui, mais justement, en parlant de sources, je voulais dire que ce dont parle avec pertinence Oisic, c'est ça s'inscrit, disons, dans une histoire globale des migrations. C'est-à-dire que moi, j'ai le cas de quelques familles, alors c'est pas beaucoup, hein, j'ai quelques familles de Français qui sont allés en Californie et qui ensuite, donc par échec ou par qu'importe, viennent s'installer au Brésil. Donc le Brésil était aussi dans, je dirais, la ligne de mire de certaines de ces personnes qui venaient et dont on a, et là aussi j'ai des lettres, etc., de descendants de ces familles qui sont passés par la Californie et qui arrivent au Brésil dans les années, donc à la fin des années 1840, début des années 1850. C'est-à-dire au moment de cette ruée vers l'or en Californie. Exactement. C'était par un après-midi pluvieux. J'étais assis dans ma chambre, au fort. Tout à coup, M. Marshall fit irruption dans ma pièce. Il était trempé. J'étais très surpris de le voir déjà de retour, car je venais justement d'envoyer à Coloma un wagon chargé de vivres et de ferraille. Il me dit qu'il avait quelque chose de très important à me communiquer, qu'il désirait me le dire tout à fait secrètement, et qu'il me priait de le mener dans un endroit isolé, loin de tout indiscret qui pourrait nous surprendre. Marshall sortit un bout de chiffon de sa poche et était en train de me montrer une espèce de métal jaunâtre qui était enveloppé, quand mon comptable pénétra dans la pièce pour me demander un renseignement. Marshall dissimula rapidement le métal dans sa poche, le comptable s'excusa de nous avoir dérangés et sortit. Marshall ressortit son métal. Il y avait plusieurs petits grains d'environ 4 onces chacun. Il me raconta qu'il avait dit aux ouvriers que c'était peut-être de l'or, mais tout le monde s'était moqué de lui et l'avait traité d'idiot. J'essayai le métal à l'or égal, puis je lus tout le long article sur l'or dans l'Encyclopædia Americana. Là-dessus, je déclarai à Marshall
que son métal était de l'or. Il faut toujours lire les encyclopédies. Ici, c'est la lecture du roman de Blaise Cendrars, L'or, un roman de 1925. Soisic Villerbue, là, nous avons, par la narration et la littérature, une approche particulière de cette ruée vers l'or. Et nous avons déjà évoqué le western. Il est difficile de s'affranchir de ces images qui nous viennent avec le chercheur d'or au bord de son petit cours d'eau. L'historienne qui se saisit de la question, et vous nous l'avez dit, mais par automatisme, ce sont les sources. Et les sources, c'est la correspondance de ces gens-là. Les sources, c'est la narration, des témoignages. Est-ce que cela correspond à l'image qui a été véhiculée par les westerns ou par la littérature? Alors d'abord, il y a assez peu de westerns sur la ruée vers l'or en Californie. Quand on regarde la géographie des westerns, c'est pas du tout un des lieux préférés du western. Je voudrais revenir rapidement parce que ça fait un lien avec ce que disait Laurent tout à l'heure. En fait, sur ces migrations. En fait, il faut imaginer que c'est l'histoire, effectivement, de la ruée. Ça s'inscrit dans l'histoire globale des migrations. Et c'est aussi, et ça on le voit dans le grain de l'archive, c'est aussi une histoire des échecs. Une histoire des échecs, une histoire de l'amertume, une histoire des relances. Le récit, il n'est pas linéaire du tout. On a c'est l'échec dans l'histoire est un truc extrêmement important à travailler. Et il faut absolument s'y intéresser. Et quand on lit les migrants, effectivement, on a ça, on a l'échec, on a l'amertume, on a la relance. C'est extrêmement intéressant. Et là, vous évoquiez le roman de Cendrars, qui est un très beau roman. Moi, je me souviens l'avoir lu, je pense que j'étais au collège quand j'ai lu L'or de Cendrars, qui raconte très bellement, effectivement, cette aventure de Johann August Sutter, là, ce Suisse migrant, et de ce Marshall, son employé américain. Moi, il me semble surtout que ce récit permet de retrouver, même si c'est pas forcément ce qu'on a retenu, ce qui permet de retrouver, c'est justement le contexte de la Californie avant la ruée. On est dans un espace qui était mexicain et dans lequel on a un migrant suisse avec un employé états-unien. En soi, ça révèle la complexité de cette histoire de la Californie, qui évidemment ne commence pas quand Marshall découvre de l'or, et qui ne commence pas, il n'y a pas un an zéro de la Californie quand les États-Unis la prennent. On a avant février 48, cette annexion de la Californie, une histoire extrêmement complexe d'une Californie espagnole, enfin amérindienne, espagnole, puis mexicaine, et de flux migratoires importants, européens ou états-uniens sur la région. Et le fait que Sutter soit là, effectivement, est assez révélateur de ça. Alors Sutter, évidemment, après, c'est une figure très romanesque, mais on a aussi des biographies très sérieuses de Sutter qui réévaluent, évidemment, ce qu'en a dit Cendrars, mais je ne ferai jamais grief à Cendrars d'avoir écrit ce qu'il voulait sur Sutter, évidemment. Avec Soisic Villerbue, le cas du Brésil que nous présentait Laurent Vidal, avec des populations esclavisées, donc déplacées pour venir chercher de l'or. Est-ce le cas en Californie? Et là encore, dans nos représentations, ce n'est pas ce qui est montré. Nous voyons souvent des hommes blancs, solitaires, venir chercher de l'or. Alors, y a-t-il des esclaves? Soisic Villerbue. En Californie, oui. En fait, l'histoire de l'esclavage en Californie est à la fois simple et complexe, j'allais dire, parce qu'en fait, la Californie, comme je viens de le dire, elle était mexicaine, et le Mexique avait aboli l'esclavage très rapidement après son indépendance. Le Mexique abolit l'esclavage. Donc, en théorie, il n'y a plus d'esclaves quand les États-Unis annexent la Californie. De surcroît, quand la Californie devient un État très rapidement dès 49, elle devient un État libre, donc un État a priori sans esclaves, mais il y a des formes subtiles, on va dire, de travail servile, qui est un concept intéressant pour englober l'esclavage dans des tas d'autres formes de travail servile, ne serait-ce que parce que la plupart des migrants, des États-Unis au pouvoir en Californie sont des sudistes, en fait, et qui ne sont pas particulièrement abolitionnistes, et qui maintiennent dans des formes de travail servile des populations amérindiennes et des populations afrodescendantes. Pour autant, il n'y a pas vraiment d'esclavage minier. Qu'il puisse y avoir des afrodescendants dans les mines, oui, mais c'est pas majeur. Effectivement, on est sur une exploitation minière. Alors avec deux phases, parce qu'en gros, dans la première moitié des années 50, on a effectivement des migrants individuels qui peuvent être effectivement états-uniens, européens ou mexicains, boliviens, péruviens, et auquel cas, ce sont aussi des métis en grande partie. Et rapidement, mais comme le disait Laurent tout à l'heure pour le Brésil, mais ça va aller beaucoup plus vite sur un temps beaucoup plus resserré en Californie. Deuxième moitié des années 50, on a une exploitation qui s'industrialise,
avec des grandes entreprises qui arrivent, avec du coup du salariat, donc du syndicat, et puis une histoire environnementale beaucoup plus violente, puisque quand c'était de l'exploitation individuelle, la déprédation environnementale n'était pas majeure. À partir du moment où on a de l'exploitation industrielle et un salariat, on a de la destruction des flancs de collines et donc des effets énormes aussi sur les terrains agricoles en bas. Et là, on a effectivement une histoire environnementale à faire qui commence à s'écrire de la ruée vers l'or en Californie. Laurent Vidal, cette histoire environnementale de la ruée vers l'or du côté du Brésil? Oui, elle est importante. Par exemple, pour une capitainerie comme le Minas Gerais, on considère que 66% de la végétation a été détruite pendant le XVIIIe siècle. Donc c'est quand même conséquent. À l'échelle des villas dont je parlais tout à l'heure, il y a une grande lutte qui se met en place dès le début, c'est la gestion de l'eau. Parce que on a l'eau, puisqu'on est encore dans cet or alluvionnaire, il y a les cours d'eau où l'on prélève, où l'on cherche de l'or, mais justement les autorités, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient, je dirais, impériales, là je renvoie au Portugal, veulent protéger des cours d'eau pour, alors d'une part, l'agriculture, et d'autre part, également pour la consommation. Donc il y a une guerre de l'eau. C'est une ressource partagée, mais ça amène véritablement à des conflits. Donc cette eau, au moment de la ruée vers l'or, est un bien précieux qu'il faut protéger. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs juridiques qui sont mis en place pour éviter cette pollution. Et puis avec des conséquences à l'échelle même du pays, parce que vous nous l'avez dit, il faut aller vers un port pour ensuite exporter l'or, ce qui signifie construire des routes et donc abîmer la végétation. Mais là aussi, on ne peut pas reprocher à des gens... Ce ne sont pas de grandes routes, c'est plutôt des chemins muletiers. Mais enfin, oui, on pave, et plus on s'approche effectivement du littoral, et plus ces chemins prennent la forme de routes importantes. Donc, mais vous parliez des ports, je ne peux pas quand même, je vois qu'on s'approche de la fin, on ne peut pas ne pas parler quand même de l'importance, parce que cet or, il ne part pas de n'importe où. Et il part essentiellement du port de Rio. Rio est le port des flottes de l'or. C'est-à-dire que là encore, quand je disais tout à l'heure sur le chemin terrestre, il y a une surveillance des convois, eh bien également lorsque l'or arrive à Rio, il est stocké, entreposé, et ensuite il est envoyé par des flottes, c'est-à-dire convoyés, les bateaux qui transportent sont convoyés par des galions armés de canons pour protéger ce transport. Et c'est ce qui va amener en France des corsaires, Leclerc en 1710 et puis Duguay-Trouin en 1711, lui qui va réussir à prendre la ville de Rio, espérant trouver de grandes ressources en or. Alors si pour lui la prise de Rio ça a été assez facile, ça s'est fait très rapidement, en revanche il n'y avait pas beaucoup d'or, mais il n'empêche que ça a été quelque chose de, à la fois pour lui et pour l'opération commerciale qu'il avait montée, une belle opération, parce que quand il a misé c'est quand même 300% le bénéfice de cette opération, donc c'est pas rien. Mais surtout, ça a été un grand traumatisme côté brésilien et côté portugais. Alors, ce traumatisme va prendre diverses formes, mais l'une va dire Rio n'est plus adapté pour être une capitale. On ne peut plus avoir une capitale au bord du littoral. Il faut également renouveler, réorganiser. Enfin, pardon, Rio n'était pas capitale. Excusez-moi. Corrigez-vous, Laurent. Je me corrige. Rio ne sera capitale qu'en 1763. Et mais cette idée qu'il faut renforcer évidemment une présence militaire dans les villes littorales va être très importante. Et puis, c'est cette fragilité soudain de cette
pépite de l'Empire portugais, cette pépite d'or qui est le Brésil, soudain se révèle extrêmement fragile. Et ça va être un grand problème aussi. Soisig Villers-Bus, on a la même chose en fait en Californie parce que cet or exploité, trouvé, c'est absolument formidable, mais faut le faire partir. Alors les ports de l'océan Pacifique sont vraiment à construire et puis il n'y a pas encore le canal de Panama. Donc comment cet or est envoyé du côté de la côte est, là où il y a la capitale, Washington? En fait, je vais vous surprendre. Ce qui est étonnant dans l'historiographie de la ruée vers l'or, c'est que il y a énormément de questions à laquelle personne n'a pensé à répondre, en fait. On a une histoire sociale des mines, on a une histoire culturelle, une histoire genrée, mais curieusement, l'histoire économique de la ruée n'est pas vraiment faite, en fait. Et je pourrais difficilement vous répondre sur ces convois qui partent, parce qu'en fait, autant effectivement, ça a été très bien travaillé à l'époque coloniale ibéro-américaine, que ce soit l'Empire brésilien ou l'Empire espagnol, on sait énormément de choses sur ces galions qui partent, autant là, on est un peu dans le vide, en fait. Avec ici des éléments qui nous font saisir comment un État contrôle un territoire, ou en tout cas étend sa domination sur un territoire, avec ce que vous avez évoqué, Soisig Villers-Bus, le génocide des Indiens, de ces populations autochtones. En tout cas, cette ruée vers l'or a une incidence au-delà même de l'économie. C'est simplement la manière de concevoir un pays, le concevoir à partir de cartes et puis de son administration, et même dans l'imaginaire du pays. À partir de la ruée vers l'or en Californie, on ne conçoit plus les États-Unis de la même manière. Je sais, je suis pas sûr que ce soit un moment si marquant que ça, parce que d'une part, effectivement, c'est une ruée, mais c'est pas ni la première ni la dernière, et ça s'inscrit dans un moment de conquête. La ruée vers l'or, on est en 48-49, et en fait, c'est le moment aussi de la victoire états-unienne sur le Mexique, puisque les États-Unis venaient de mener une guerre de conquête, une agression contre le Mexique qui avait mené à la conquête en gros des 2 tiers nord du Mexique. La paix avait été signée en février 48 et la guerre avait commencé en 46. Une guerre extrêmement violente et sur laquelle il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui renouvellent plein d'aspects de cette guerre, notamment en fouillant les sources au Mexique, qui n'avaient pas été beaucoup fouillées, ni par les Mexicains, parce que c'est une guerre qui était une humiliation pour eux, ils ne s'étaient pas beaucoup intéressés, ni par les États-Unis, qui étaient persuadés que les sources mexicaines, ça valait pas le coup. Mais aujourd'hui, on commence à aller les voir. Et en fait, cette ruée vers l'or, elle s'inscrit dans cette conquête-là. Et il se trouve que si on élargit un peu la chronologie, ce qui est frappant aussi, c'est que cet événement 48, c'est-à-dire cette annexion de la Californie va donc avec l'annexion du Texas, de l'Arizona, du Colorado, tout ça. Et en fait, la question que ça va poser aux États-Unis est presque pas tant celle de la ruée vers l'or que celle de qu'est-ce qu'on fait de l'esclavage dans la région et donc dans l'Ouest. Ça avait été réglé en partie en Californie en disant voilà, on en fait un État libre, mais sur l'ensemble de la région autour, la question s'est posée. Et en fait, cette conquête sur le Mexique en 48, la conséquence plus ou moins directe, c'est la guerre de sécession, puisque les États-Unis seront incapables de régler ce problème de qu'est-ce qu'on fait de l'esclavage sur les terres qu'on a conquises, en fait. Et puis avec la question de l'esclavage en lien avec le travail forcé. Soisig Villers-Bus, il y a ça aussi comme question, parce que ce n'est pas de l'esclavage de manière officielle, mais dans la réalité, les conditions de travail s'en approchent. Alors, avec des nuances. Dans l'ensemble conquis par les États-Unis, il y a la Californie qui connaît effectivement des formes de travail servile, mais qui ne sont pas de l'esclavage officiellement. Par contre, on a au Texas de l'esclavage et on a Arizona au Nouveau-Mexique des formes complexes et des débats sur justement est-ce qu'on autorise un esclavage officiel ou pas dans cette région-là. Mais pour comprendre ça, il faut effectivement ne pas se focaliser sur la Californie, mais sur l'ensemble du Sud-Ouest conquis en fait. Laurent Vidal. Oui, vous posez la question sur le lien entre cette découverte de l'or, cette conquête de ces territoires nouveaux, et puis la cartographie et l'établissement de frontières. Pour le cas du Brésil, c'est extrêmement la liaison est facile à faire. En fait, le Brésil, les frontières officielles du Brésil qui existent au moment de la découverte de l'or, ce sont les frontières qui ont été établies par un traité en 1794. Le traité de Tordesillas entre Espagne et Portugal. Or, ce traité de Tordesillas entre Espagne et Portugal, il a été signé avant même la découverte officielle du Brésil.
1494. Et très clairement, cela ne correspond plus du tout à la réalité sur le terrain. Donc, Espagne et Portugal se retrouvent en 1750 à Madrid pour signer un traité de Madrid. Donc là, 1750, c'est le moment vraiment où on est au sommet de l'exploitation de l'or. Et là, Espagne et Portugal se donnent une vingtaine d'années pour aller un petit peu partout à l'intérieur du territoire pour voir où il y a des implantations. Si on trouve une implantation qui est portugaise, eh bien, ça reviendra au Portugal. Si on trouve une implantation espagnole, ça reviendra. Et là, eh bien, le Portugal va en profiter pour augmenter très nettement ses possessions. Et ça, le deuxième traité sera signé en 1777. Et là, le Brésil n'aura plus du tout la même forme. Les frontières se sont étendues au sud, territoire d'émission, donc vers le Rio Paraná, le Rio da Prata, au nord en Amazonie. Moi, j'ai étudié le cas de cette ville de Mazagan qui est amenée, dont les habitants sont amenés du Maroc vers le nord de l'Amazonie, le côté Guyane brésilien, en 1769, pour cela. Et puis, également à l'ouest, où se trouvent toutes ces régions également de l'or. Avec ici, on l'entend bien, une histoire particulièrement humaine, parce que c'est ça qui est intéressant. Nous parlons de déplacement de population, pourquoi pas de déportation, nous parlons de population esclavisée. Il y a cette volonté de faire disparaître d'autres populations, et puis il y a tant d'espoir aussi pour des gens, parce que ça a pu être un moteur, l'espoir d'une vie meilleure, avec des déceptions absolument gigantesques. C'est pourquoi il nous semblait intéressant de mettre en parallèle ces deux ruées vers l'or, celle du Brésil du XVIIe siècle, celle en Californie au milieu du XIXe siècle. Merci vivement à tous les deux. Soisig Villers-Bus, je rappelle votre nouvelle Histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique. C'est publié chez Passé Composé. Et Laurent Vidal, il y a vos villes et histoires au Brésil, cet essai de rythme-analyse. Maintenant, on a compris ce que c'était. Merci de nous l'avoir expliqué. C'est aux presses universitaires de Rennes. Merci vivement à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire, avec ici cette volonté de poursuivre notre compréhension de l'histoire de l'or. Prochain épisode, le pactole des banques centrales, ces banques centrales avec leur monnaie dans les talons. Sous cet innocent terrain vague, se dissimule au beau milieu de Paris, façonnée dans l'acier et le béton, la plus gigantesque mine d'or de notre monde contemporain. C'est là que s'étend, insoupçonnée et mystérieuse, la célèbre souterraine de la Banque de France, avec ses réserves d'or. La souterraine de la Banque de France, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet, avec à la technique Mineta Diawara, à la Maison de la Radio et de la Musique, et Thibaut Oulérich à ici Limousin, c'est-à-dire à Limoges. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Raphaël Laloum, Sidonie Lebolus, Mourant, Angélico Guémard et Jeanne Delecroix. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.